son style. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour passer à la loupe une œuvre de l'artiste Jan van Eyck. Ce nom ne te dit peut-être rien, mais si je te dis que l'on va voir cette œuvre-ci, alors ça te rappelle peut-être ça. Il s'agit bien du tableau des époux Arnolfini qui a été peint en 1434 par Jan van Eyck. Jan van Eyck fait partie des primitifs flamands, c'est-à-dire les peintres du XVe et XVIe siècle en Flandre actuelle. Comme les artistes à cette époque-là, il a lui aussi été influencé par l'humanisme récent et la Renaissance. On attribue à Van Eyck la peinture à l'huile. Avant, les artistes peignaient à la technique de la tempera, c'est-à-dire avec une peinture à l'eau, avec comme liant un jaune d'œuf. Mais cette peinture a deux inconvénients majeurs. Le premier, c'est que les tableaux ne se conservent pas très bien. Ils sont très souvent sensibles à l'humidité et à la moisissure. De fait, ils finissent par se craqueler. Le deuxième inconvénient, c'est que cette peinture sèche extrêmement vite. Et Van Eyck, qui était un friand du détail, avait besoin de beaucoup plus de temps pour peindre avec précision. Très connu en histoire de l'art, il y a énormément de choses à dire sur ce tableau, donc si jamais vous êtes intéressé, en description il y aura des sources pour approfondir le sujet. En tout cas, ce tableau ne cesse de questionner et il y a comme un mystère qui continue à planer sur cette toile et les interprétations qui l'accompagnent sont multiples. Les époux Arnolfini est l'un des premiers tableaux à ne pas représenter des souverains, des nobles ou encore des religieux, mais bel et bien des bourgeois. Le portrait est un genre nouveau en peinture qui se développe à partir du XVe siècle en Europe du Nord et qui va donner lieu à des sujets profanes et réalistes. Les artistes ne sont plus restreints à l'art sacré, c'est-à-dire aux scènes religieuses, et c'est pourquoi ce tableau est important dans la transition de l'art médiéval à celui de la Renaissance. Ce double portrait sur pied a été laissé sans titre par l'artiste, mais il représenterait des marchands italiens qui sont Giovanni Arnolfini et sa femme Giovanna Cemani. La composition de ce tableau s'articule autour des deux personnages qui sont au premier plan de l'œuvre. D'ailleurs, la verticalité du tableau est renforcée par leur taille et leur côté longiligne. L'homme est à côté de la fenêtre, c'est un homme d'affaires qui est tourné vers l'extérieur, tandis que la femme est à côté du lit. C'est l'épouse et elle est tournée vers le foyer. Ce couple fait face au spectateur et la main de la femme est déposée dans celle de son mari, ce qui symbolise un engagement. Cette scène pourrait donc représenter la célébration d'un mariage en privé. L'intérieur donné à voir dans ce tableau est une chambre nuptiale qui est richement décorée et meublée. Il y a deux fenêtres, une qui est ouverte où l'on peut apercevoir au loin un arbre fruitier et une autre qui n'est pas présente dans la scène mais qui pourtant est à l'origine du puits de lumière. D'ailleurs, on peut noter le travail remarquable de l'artiste sur le jeu de la lumière et des ombres si on regarde par exemple les fruits qui sont déposés sur la table, les poils du chien, les patins en bois ou encore le travail de la lumière sur les matières tissues. Dans cette œuvre, nous avons une illusion de perspective qui est donnée notamment par trois éléments. Il y a la fenêtre ouverte vers l'extérieur, les sandales rouges en arrière-plan où les proportions ont été réduites par rapport à celles du premier plan, et enfin, il y a le miroir dans lequel se reflète la scène. Ce miroir est une œuvre dans l'œuvre et c'est un miroir convexe. Ce type de miroir est très représenté dans les décors flamands au XVe siècle. Il est aussi appelé miroir de sorcière car on leur attribuait des pouvoirs magiques, ou encore miroir de banquier car il lui permettait de pouvoir surveiller toute sa boutique. Ce miroir apparaît dans la peinture en même temps que la peinture à l'huile et la perspective. Ce n'est donc pas une coïncidence si on en trouve un chez Van Eyck. C'est sans doute un des éléments le plus importants de la composition et c'est ce qui a aussi rendu le tableau célèbre. Le cadre en bois est orné de 10 médaillons qui représentent la vie et la passion du Christ et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que Van Eyck avait réellement le souci du détail. Le miroir raconte une histoire différente, il permet de montrer la pièce d'un autre point de vue où l'on voit les époux de dos et la présence de deux nouveaux personnages, l'un vêtu en bleu et l'autre en rouge. Leur petite taille ne permet pas de connaître leur identité, mais il y a eu des suppositions. La plus courante, c'est que Van Eyck se soit représenté parmi l'un des deux. En revanche, si le miroir nous montre de nouveaux éléments, il y en a cependant qui sont absents, comme par exemple le chien
ou encore les mains des époux qui sont censées être jointes. Ce procédé sera d'ailleurs repris quelques années plus tard par le peintre Velázquez dans son tableau Les Ménines. L'élément qui va renforcer la possible présence de l'artiste dans la scène, c'est l'inscription qu'il y a au-dessus du miroir, une inscription latine qui signifie « Jan van Eyck était ici en 1434 ». Cette inscription a permis de dater l'œuvre, mais c'est aussi une nouveauté en peinture. À l'époque, les artistes ne signaient pas leurs œuvres, et encore quand il a signé, ils écrivaient « Pinxit » en latin, ce qui signifie « un tel a peint ceci ». C'est une œuvre profane, certes, mais elle ne manque pas de caractère sacré ou de symboles qui rappellent la fidélité, la vertu ou encore le péché. Le miroir, avec les 10 scènes de vie et de passion du Christ. Attachées au mur, les perles en cristal du chapelet qui symbolisent la pureté mariale. La statue située au bord du panneau de bois représente Sainte Marguerite, qui est la patronne de l'enfantement. Nous avons dans cette composition également beaucoup de fruits qui peuvent symboliser l'innocence de l'homme ou la tentation qui mène à la chute, tentation de la chair et de l'adultère. Là, la morale du mariage est rappelée. On peut aussi noter que les fruits sont placés en vis-à-vis de la femme, qui est naturellement la première concernée par le péché. L'oranger renforce aussi la symbolique du péché. Les fleurs d'oranger représentent la jeunesse, le printemps et le début de la vie commune. Le chien, quant à lui, est le symbole de la fidélité. Le lustre à 6 branches compte qu'une seule bougie allumée, symbole de la présence de Dieu ou de l'unicité du couple. Je vous l'ai dit, c'est une œuvre qui laisse des questions sans réponse, à savoir, est-ce que la femme est enceinte? La ceinture qu'elle porte en dessous de sa poitrine renforce l'idée de voir une femme enceinte. Mais l'est-elle réellement? Eh bien, c'est une question qui divise. En art, il y a des codes couleurs. Le vert symbolise l'espérance et la fécondité prochaine, le bleu, la fidélité, et enfin le blanc est un signe de pureté et de virginité, chose très importante pour un mariage à l'époque. Des historiens de l'art qui sont contre cette hypothèse appuient leur analyse et leur jugement sur des représentations de femmes habillées en costume d'époque où l'on voit effectivement un ventre prépondérant et une petite poitrine, tout comme dans le triptyque de Dresde. C'était sans doute la mode à l'époque de représenter une femme ainsi. Alors si elle n'est pas enceinte, est-il possible qu'elle soit morte? D'autres historiens, quant à eux, avancent l'hypothèse que la femme serait en réalité décédée et que sa présence dans le tableau serait juste symbolique. Il y a des éléments qui viennent appuyer cette théorie, mais on est vraiment dans un travail d'interprétation. Le fait par exemple qu'il n'y ait pas de bougie allumée au-dessus de la femme représenterait un manque de vie. Dans le médaillon autour du miroir, les scènes de vie du Christ sont placées du côté de l'homme et les scènes de mort sont placées du côté de la femme. Certains émettent l'hypothèse que la femme soit morte en couche, c'est pour ça qu'elle est représentée enceinte, et que le mari porte des vêtements de couleur sombre, symbole du deuil. Et enfin le miroir, où les époux ne se tiennent pas la main dans le reflet, ce qui signifierait qu'il y a une séparation par la mort. Et là vous vous dites sans doute que c'est fini, mais non, il reste une dernière hypothèse. Cette dernière hypothèse concerne non pas la femme, mais l'œuvre dans son intégralité, étant donné que certains y voient un autoportrait de Van Eyck avec sa femme. Les spécialistes ont fondé leurs hypothèses sur l'analyse des autoportraits de Van Eyck et les portraits de sa femme, et ils y ont vu des ressemblances incontestables. La signature attesterait donc la présence de Van Eyck non plus en tant que témoin, mais en tant que marié. Quand je vous ai dit que ce tableau était plein de mystères, je ne vous ai pas menti. Cependant, je n'ai pas de réponse claire à vous donner, donc je vous laisse faire votre propre opinion. En tout cas, cela ne change rien au fait que ce tableau marque un tournant de l'art sacré vers l'art profane, à une période où l'homme va devenir le sujet de l'œuvre. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez passé du bon temps. Sur ce, je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao!